Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais parcourir avec vous l'histoire d'une vie qui rencontre la grande histoire. Celle de Suzanne Lipinska et du moulin d'Andé. Andé, c'est dans le département de l'Eure, à une trentaine de kilomètres au sud de Rouen. Et depuis la fin des années 50, Suzanne a dédié sa vie à créer ici un lieu de rencontre à nul autre pareil. Pour quelques jours de tournage ou pour plusieurs années, beaucoup d'artistes, d'intellectuels et d'écrivains du XXe siècle se sont croisés ici. Alors, comment passe-t-on d'un moulin abandonné à une véritable ruche culturelle ? C'est ce que nous allons découvrir à travers l'histoire de Suzanne. Suzanne, ce moulin, il a été construit quand ? Il a été construit en principe en 1195, Ah oui. en même temps que deux autres moulins, Muy et Connelle. D'accord. Et c'était trois moulins construits pour nourrir la garnison de Château-Gaillard, qui était occupée par Richard Cœur de Lion. Et il y avait toute une garnison, donc il fallait la nourrir. Et puis ça a fonctionné. En principe, bon, il y a longtemps que je suis là, mais enfin, je crois que j'étais pas là quand même, en 1864. Et là, ça a été la construction du barrage de Pose, et ça a relevé le niveau d'eau de plus d'1 mètre, ce qui fait que les meuniers ne pouvaient plus manœuvrer convenablement leurs roues. Donc les moulins se sont arrêtés à ce moment-là, puis après le moulin est passé entre des mains privées, dont Renault. La famille Renault. La famille Renault, oui, les automobiles. Et mon père l'avait acheté à Louis Renault avant la guerre de 40. Mais à l'époque, c'était un tout petit moulin. Il y avait une cuisine, salle à manger, la salle de la meule, évidemment. C'était devenu un bureau lieu et 3 chambres. C'était une maison de week-end sympathique. Mais il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas... Enfin, c'était plus que rudimentaire. Alors on est dans cette salle et quand je me rappelle qu'au début, il y avait dans cette salle un poêle à bois qu'on chargeait avec des bûches, alors que tout est en bois ici. C'est, rétrospectivement, j'en ai des battements de cœur. Alors donc, vous l'avez connue petite, en fait, cet endroit ? Oui, d'autant plus que quand mon père avait acheté le moulin, mes parents avaient une maison tout à côté à Connelle, et on venait visiter le moulin. Alors mon père le faisait visiter à ses amis, mais comme je sais pas, comme une curiosité. Comme une curiosité locale. Et je me souviens que mon père avait dit, en tout cas, moi vivant, personne n'habitera le moulin. Hein. Aujourd'hui, le pauvre, il se retournerait dans sa tombe. Enfin, Est-ce que c'est vous qui lui avez donné tort, finalement ? Ah bah oui. Et moi, je me suis installée en 1956 et je n'avais pas d'idée préconçue. Donc c'était tout de suite pour y habiter ? Oui, parce que je venais de divorcer et je me suis dit, oh là, j'ai 3 enfants en bas âge, ils vont tellement être bien à la campagne, on va vivre à la campagne. Puis j'avais quelques amis qui venaient voir ce moulin en disant, mais écoute, c'est formidable, il faut en faire quelque chose, il faut le développer, il faut que ça se serve. Bon, on me dit souvent, ah, c'est un lieu qui a une âme, ou c'est un lieu qui a un esprit, ou c'est un lieu qui a une histoire. Au début, c'était quelques écrivains qui sont venus pour un week-end, puis une semaine, puis il y en a qui ont passé carrément tout l'hiver. Très rapidement, le moulin familial s'est transformé en association culturelle. On vient de toute la France et même des 4 coins de la planète pour des séminaires, pour écrire des scénarios, pour se concentrer sur sa musique. Et c'est vrai que ça doit être agréable de venir travailler ici. On aime bien recevoir ici les gens qui sont sensibles à la beauté des lieux et à la convivialité de la vie quotidienne. Il y a des scénaristes qui ont rencontré des compositeurs de musique de film, qui ont travaillé ensemble, un peintre qui a rencontré un écrivain, ils ont fait des livres ensemble. Enfin, il y a eu beaucoup de... Et ça, aujourd'hui, ça se passe en famille aussi ? C'est toujours une ambiance de famille. Comme quelqu'un a dit, c'est une famille élargie. Et quelqu'un a répondu, oui, et en plus, ça n'a pas les inconvénients de la vraie famille. Mais il y a quand même votre petit-fils qui travaille avec vous. Bien sûr, mais j'ai rien contre la famille. Hein. C'est la famille d'abord, c'est la famille élargie. À tous les amis qui deviennent les amis du moulin et la famille du moulin.
Et aujourd'hui, n'importe qui peut venir Écoutez, pour quand on une a des nuit chambres, ou... absolument, on est un lieu très ouvert et pour venir visiter le moulin, pour voir comment une petite collectivité s'organise et vit, et puis surtout à l'occasion des concerts, parce qu'on peut non seulement écouter la musique, mais il y a toujours après ou avant des déjeuners ou dîners qui sont organisés, et on peut, dans la mesure où on a des chambres disponibles, on peut justement mettre les chambres à la disposition des spectateurs. Du coup, on peut Donc continuer ça fait aussi à se un rencontrer. week-end complet autour de la musique, par exemple. C'est Donc, un il y a lieu sans lieu barrière. d'échange, sans barrière, D'ailleurs, sans frontières. D'ailleurs, il Et n'y a pas de depuis, barrière. Il n'y a pas de barrière, voilà, il n'y a pas de barrière. Un lieu sans barrière, c'est peut-être ça qui a notamment attiré les artistes de la Nouvelle Vague. Ils en avaient même fait leur lieu fétiche. Et en plus de 60 ans d'existence, les plus grands sont venus au Moulin. Ça a tout de suite été une volonté de votre part de dédier ce lieu aux artistes? Oh, je veux dire que c'est plus large que ça. Je pense que c'est la volonté collective. Ah. Parce qu'au début, je me suis installée là, en fait, j'avais aucune idée préconçue. Je ne me suis pas dit, je vais en faire un lieu formidable pour les artistes, non. Mais il se trouvait que j'avais des amis artistes et qu'ils ont trouvé le lieu formidable. Et comme je les trouvais formidables, je me suis dit, autant qu'ils vivent ici le plus possible. Donc au départ, ça a vraiment été un petit phalanstère d'artistes où quand on était une dizaine, c'était un grand maximum. Il y avait 3 chambres vraiment occupées. Et ça a été un peu une vie collective. Tout le monde mettait la main à la pâte? Tout le monde mettait la main à la pâte, on faisait la cuisine ensemble, on allait faire les courses, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et alors, qui sont les artistes justement qui sont venus ici? Maurice Ponce, qui était un jeune écrivain un peu très repéré, un peu à la mode, est tombé vraiment amoureux du lieu. Il s'est vraiment installé et c'est grâce à lui que Truffaut est venu tourner ici. C'est-à-dire que Maurice avait écrit un recueil qui s'appelait Les Virginales, un recueil de nouvelles. Et François Truffaut a demandé à Maurice d'adapter une de ses nouvelles qui s'appelait Les Mistons. Et donc c'est comme ça qu'on a connu François Truffaut. Et puis quelque temps après, je me souviens d'un jour où on l'a rencontré à Paris, et il nous a dit qu'il envisageait de tourner son premier long métrage qui s'appelait Les 400 coups. Ah. La fuite de Jean-Pierre Léaud, aussi dans le parc, c'est ici que ça s'est tourné. Et donc tout ce petit monde vivait ici? Oui. Ah oui, tout à fait. Et je me souviens, il y avait un grand grenier à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, sauf que maintenant il y a 4 chambres dedans. Et dans ce grand grenier, en tout cas pour les 400 coups, on avait mis toute une pléiade de matelas pour accueillir les 20 ou 25 gamins qui tournaient dans les 400 coups. Et quelque temps après, enfin l'année suivante, je crois très vite, François Truffaut est revenu pour tourner toute la fin aussi de Jules et Jim avec Jeanne Moreau. C'est génial. Il y a des gens qui se sont rencontrés ici ou des collaborations artistiques qui sont nées d'un séjour. Je fasse la liste des enfants qui doivent C'est vrai. qui doivent leur naissance, leur existence au monde grâce au moulin. Incroyable, toutes ces vies et ces histoires qui se sont croisées ici au Moulin. Pendant toutes ces années, Suzanne a été la créatrice de ces rencontres, mais aussi la spectatrice de moments privilégiés de son regard espiègle que je ne suis pas près d'oublier. On est juste à côté de ce qui était un jardin d'hiver, c'est ça? Tout à fait, absolument. Et qui a été transformé. On a transformé en théâtre en faisant une estrade. Quand il a commencé à y avoir des gens de théâtre, des comédiens, des metteurs en scène. Là, on entend, c'est des musiciens qui répètent. Pour l'instant, c'est de la musique, mais il y a eu beaucoup de théâtre au début. Donc, on avait fait cette estrade dans l'orangerie. Mais c'est merveilleux de voir ces artistes grandir, évoluer. Ah, c'est formidable. Alors, je peux donner d'autres exemples. Il y a par exemple Jérôme Pernaut, qui est un magnifique violoncelliste, qui est professeur au Conservatoire de Paris. C'est quand même une situation très élevée, disons. Et il vient tous les ans une semaine avec ses violoncellistes, il attire ses violoncellistes
facilement. Il y en a une bonne vingtaine. Ouais, il y a des arguments pour attirer les gens. Il y a aussi. 30 ans, il était élève ici de Michel Strauss. Alors c'est toujours très émouvant pour nous de voir la carrière de certains jeunes qui ont connu le moulin vraiment jeunes et qu'on retrouve dans les plus hautes sphères quelquefois. Et toute une vie comme ça, à côtoyer des artistes, Oui. à être auprès d'eux, etc. Ah, c'est pas pour ça que j'ai eu beaucoup de talent en peinture, en musique. Mais ça vous a rendu heureuse quand même. Oui, absolument. J'ai trouvé que j'avais pas un talent exceptionnel, ni en tant que romancière, ni en tant que pianiste, bien que je faisais du piano et que j'avais envie d'écrire. Mais il y avait tellement de grands écrivains. Georges Perec a habité 5 ans ici avec nous. C'est ici qu'il a écrit La disparition. Il a écrit ici La disparition, tout à fait. Il a écrit une bonne partie de La vie mode d'emploi. Et c'était une période vraiment très riche intellectuellement parce qu'il attirait beaucoup ses amis dans ce lieu. Et par exemple, en ce qui concerne La disparition, comme il était vraiment en train de l'écrire, il demandait à tous les amis d'écrire aussi un texte sans la lettre E. Alors tout le monde s'y essayait et quand on arrivait à faire une phrase, on était content. Lui, c'était un livre énorme. Oui, c'est incroyable. Ah oui. Mais en fait, vous êtes un peu comme une planteuse de graines, quoi. Une et vous faites, de voilà, talent, ouais, exactement. bon, on a aidé. Et mon souhait, alors, c'est que ma famille, après moi, parce que je ne crois pas à l'immortalité, c'est que non seulement ma famille, mais tous les amis du moulin, les anciens, les moyens, moyennement anciens et les récents, bien vraiment s'évertuent tous à faire vivre ce lieu après moi tel qu'il est, pour qu'il soit utile vraiment culturellement, socialement et humainement. Bah, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite parce que c'est ce que je souhaite au moulin et tout à fait. Bon. Mais donc il faut l'aide de beaucoup, des amis, des pouvoirs publics, des mécènes, de tout le monde. Ben, on va rassembler déjà voilà, faut le faire vivre. Les téléspectateurs de Terre de France. Absolument. Vous répétez. Vous pouvez contribuer aussi. Vous transmettez la bonne parole. Ouais. Et ouais, il y a des gens comme ça qui sont de vrais morceaux d'histoire à eux tout seuls et dont on se dit qu'on a eu beaucoup de chance de les rencontrer. J'étais très heureuse de partager cette rencontre avec Suzanne avec vous. Et puis évidemment, pour la revoir, ça se passe sur terredefrance.tv et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre.